Bonjour à tous, je suis très honorée donc de faire cette conférence auprès de ce public pour vous parler donc du système scolaire. Alors, tout le monde sait que le système scolaire ne va pas bien, personne n'attend après moi pour vous dire que ça va bien. Par contre, il y a beaucoup de méconnaissance de la réalité des causes de cette situation. Alors, le système scolaire, si vous voulez, se décline de trois façons. D'une part, vous avez l'école pour nos enfants, qui s'écroule complètement. Vous avez d'autre part la montée en puissance d'une école d'excellence pour les élèves issus de l'immigration, chose qui n'est absolument pas connue. Encore ce matin, je circulais dans le train avec une personne qui pourtant était enseignante dans des classes préparatoires, qui ignorait complètement cette politique d'excellence en faveur des élèves issus de l'immigration. Et troisièmement, vous avez donc le troisième volet, ce sont les écoles hors contrat. Alors on va voir chacun de ces points. Alors, en ce qui concerne nos enfants, si vous voulez, bon, on arrive à la fin d'une révolution qui s'est faite, d'une révolution lente. Alors, maintenant, si vous voulez, on se trouve face à une situation sans retour. Pourquoi? Parce que c'est une situation qui a été voulue, ça résulte d'une volonté politique, contrairement à ce qu'on croit. C'est pas le fait d'une succession de ministres qui auraient fait un peu chacun leur politique. C'est pas une question manque d'autorité, manque de profs, des méthodes pédagogiques. Tout ça c'est un peu vrai, mais si vous voulez, ça ne traite pas du fond du problème. En réalité, si vous voulez, la situation dans laquelle se trouve l'école aujourd'hui est l'aboutissement du projet révolutionnaire de Lepelletier-Saint-Fargeau repris par Robespierre. Alors vous allez me dire, écoutez, il y a quand même eu l'école de Jules Ferry, quoi. Bon, oui, d'accord. Il y a eu l'école de Jules Ferry, mais qui n'était qu'une école de transition. Alors je vais revenir, si vous voulez, sur la période révolutionnaire. On va voir un historique assez rapidement, mais néanmoins, si vous voulez, il faut voir que au moment de la Révolution française, vous avez eu deux projets. Vous avez eu le projet de Lepelletier-Saint-Fargeau, qui était basé sur le fait de la suppression de la transmission des savoirs, qui était vraiment révolutionnaire, puisque vous savez que l'esprit révolutionnaire, c'était du passé fait en table rase. Et donc, il n'était plus des questions de transmettre de savoir, mais de faire réaliser des activités basées sur l'apprentissage des valeurs de la République naissante. Alors non, ça c'était un premier projet. Le deuxième projet, c'était le projet de Condorcet, qui était un projet moins révolutionnaire, je dirais plutôt réformateur, qui consistait à dire effectivement il faut faire une école qui permette ensuite aux enfants de pouvoir tenir leur place dans la société, servir la société. Le seul dénominateur commun entre les deux projets, c'était qu'ils étaient anticléricaux. Ça, c'était la marque de fabrique. Mais alors, aucun des deux projets ne s'est appliqué sur le champ, si vous voulez, pour des raisons diverses, mais ils se sont appliqués dans le temps, si vous voulez. Alors, auparavant, je voudrais quand même vous citer des philosophes et des pédagogues de l'esprit des Lumières du XVIIIe siècle, parce qu'on a toujours tendance à nous dire que la Révolution française a été vraiment le moyen de libérer le peuple du joug de ceux qui gouvernaient, et que ils allaient être vraiment émancipés. Alors je vais vous citer quelques pédagogues, notamment en 1763, notamment La Chalotais, qui publie un essai d'éducation nationale, et Voltaire le félicite d'en exclure les enfants du peuple. Je vous remercie de proscrire l'étude chez les laboureurs. Et le dit Chalotais justifie lui-même ses choix en disant « Le bien de la société demande que les connaissances du peuple ne s'étendent pas plus loin que ses occupations. » Vous voyez déjà les projets. Alors il n'était pas le seul. En 1770, Gabriel François Coyer est auteur d'un plan d'éducation publique. Sur 5000 élèves des collèges de Paris, il les avait réalisés que la moitié à peu près étaient des gens du peuple. Et donc, il propose de les renvoyer leurs parents. En 1783, dans ses vues patriotiques sur l'éducation du peuple, Philippe Pont de la Madeleine donc, dit que l'usage de l'écriture doit être interdit aux enfants du peuple. Et Marie-Joseph Chénier, le 5 novembre 1993, dit l'instruction publique a d'abord pour but de former des républicains.
pourquoi je vous ai fait toutes ces citations, si vous voulez, pour vous montrer que la République n'a pas du tout l'intention d'instruire les enfants. Et donc, toute l'historique de la déconstruction du système éducatif, eh bien, est imprégnée par cet esprit révolutionnaire. D'ailleurs, Vincent Peillon nous avait dit en 2013, la Révolution française n'est pas terminée, il faut l'achever. Donc ça y est, c'est fait, Blanquer l'a fait. Ça y est, c'est terminé. Alors donc, si vous voulez, au moment de la Révolution française, d'abord pendant 10 ans, il n'y a pas eu d'école, et puis ensuite, donc, il y a eu une renaissance de l'école avec Napoléon, et puis au cours du 19e siècle, vous avez eu enseignement public, enseignement privé, notamment, qui a chapeauté par l'État, mais enfin quand même, un enseignement privé qui était très performant. Et en 1879, lorsque Jules Ferry a voulu effectivement proposer son projet de loi, son objectif était très clair, c'était d'arracher l'âme des enfants de l'emprise des jésuites. Donc, si vous voulez, l'objectif de l'école de Jules Ferry, c'était de se substituer à l'enseignement privé. Et c'est ce qui fait, donc, c'est ce qui fait que Jules Ferry a adopté en fait le plan de Condorcet, qui était un plan basé sur l'instruction. Et ils avaient effectivement la rage de vaincre, parce qu'ils avaient la rage de vaincre l'enseignement privé. Et d'ailleurs, pendant toute la période qui s'est étendue donc du vote de cette loi jusqu'à la guerre de 14, vous avez eu une lutte acharnée contre l'enseignement privé, des fermetures d'établissements, des expulsions de congrégations religieuses. Vous avez aussi entre-temps la loi de séparation de l'Église et de l'État. Enfin, si vous voulez, vous avez une guerre acharnée contre l'enseignement privé pour prendre le pas. L'objectif, c'était ça, l'objectif de l'école de Jules Ferry. Alors évidemment, la guerre de 14 a bienveilleuse un petit peu cette guerre acharnée, mais c'est resté quand même en sous-main. Vous avez une première. Alors, ce qui a été fait, si vous voulez, pendant un longtemps, c'est ils ont adopté la technique du voleur chinois, c'est-à-dire on diminue un petit peu. Alors ça se voit pas trop, les gens voient pas trop. Et récemment, un prêtre me disait que en 1902 déjà, Léon Daudet trouvait qu'on faisait plus grand-chose en grec. Oui, je sais pas ce qu'ils diraient aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que ça s'est fait très très progressivement. Et puis, donc, en 1923, vous avez eu déjà une refonte des programmes. En 1932, là, on voit, si vous voulez, déjà le glissement de l'instruction publique, puisque il y avait un ministère qui s'appelait ministère de l'instruction publique, qui est devenu ministère de l'éducation nationale en 1932. Donc, vous voyez, un état d'esprit déjà un petit peu différent. Mais bon, on a continué, si vous voulez, à enseigner. En 1937, vous avez eu le projet de Jean Zay, alors là, qui était justement inspiré du projet de l'EPT Saint-Fargeau. Là encore, si vous voulez, il y a eu des tergiversations au niveau de la commission parlementaire, ça ne s'est pas fait. Et puis, donc, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Et en 1947 est ressorti pratiquement dupliqué le plan de Jean Zay, qui est le plan Langevin-Wallon. Langevin-Wallon étant deux communistes. C'était donc un plan communiste. Alors, ce plan Langevin-Wallon, si vous voulez, il n'a jamais été voté. On pensait qu'il a été enterré, puisque quand il a été présenté, si vous voulez, les communistes étaient liquidés du gouvernement. Donc, on s'est dit, bon, ça y est, c'est terminé. Mais pas du tout. La même année, en 1947, a été créée la FEN, la Fédération de l'Éducation nationale, qui a chapeauté tous les syndicats du primaire à l'université. Vous avez le SNI pour les instituteurs, le SNES pour l'enseignement secondaire et le SNESU pour l'enseignement supérieur. Donc il a tout chapeauté et c'est lui qui, en sous-main, si vous voulez, a permis l'application progressive, méthodique, en ayant l'air de s'opposer, si vous voulez, mais étant en fait l'instigateur des réformes, si vous voulez, a permis les différentes réformes qui se sont succédées. Alors, il y a vraiment le choc, si vous voulez, je dirais, de l'enseignement est venu du fait de l'application des méthodes globales de lecture. Maintenant, on utilise des méthodes semi-globales, mais c'est exactement la même chose dans la mesure où ce sont des méthodes qui sont basées sur la mémoire et non pas sur la logique. Donc, si vous voulez, un enfant peut savoir lire, mais il ne sait pas ce qu'il lit. Et il ne sait pas orthographier non plus, si vous voulez, parce qu'on lui donne à mémoriser différents mots qui se prononcent de la même façon. Par exemple, lait,
Lait, ça peut s'écrire LES, ça peut s'écrire LAIT, ça peut s'écrire l'apostrophe-ST. Un gosse peut très bien vous écrire lait rose, LAIT, rose, ROSE. Voilà. Alors vous allez dire, mais mon gosse, il a quand même quelque chose qui tourne pas rond. Ben non, c'est pas lui, c'est effectivement le fait des méthodes qui sont utilisées. Et ça, c'est très important. Si vous voulez, d'ailleurs, il faut savoir qui a inventé, non pas l'école, mais la méthode globale. Cette méthode globale, elle a été initiée par Nicolas Adam en 1787. 1787, ça vous dit quelque chose. Donc, c'est-à-dire que comme ce monsieur était grammairien, était précepteur dans les familles aristocratiques, il savait parfaitement ce qu'il faisait. Puisque quand il a effectivement mis en œuvre cette méthode, il a dit « Éloignez des enfants les textes latins et grecs et amusez-les avec des mots entiers à leur portée. » Donc, il connaissait très bien la conséquence, si vous voulez, de l'application de ces méthodes. Et tout par-delà, si vous voulez, parce que comme les enfants deviennent incapables de ce fait, ils ne lisent pas, ils ne comprennent pas non plus les textes, donc on a supprimé de ce fait les analyses de texte, les commentaires de texte, les résumés, les synthèses. Donc si vous voulez, tout ce qui forme l'esprit de l'individu passe à la trappe et finalement on a des enfants qui gobent, je m'excuse de l'expression, un petit peu, si vous voulez, tout ce qu'on leur dit. Donc, de ce fait, ont disparu des pans entiers de l'histoire, de la géographie, de la littérature, etc. Donc, vous avez tous des pans entiers de la connaissance qui ont été évacués de cette façon-là. Donc, bien que l'on sache très bien les méfaits de ces méthodes et que eux-mêmes, nos gouvernements le savent, ils prétendent d'ailleurs, mais c'est fini, c'est une guerre qui est terminée, donc c'est fini, on est revenu aux méthodes. C'est complètement faux. Quand on analyse vraiment les méthodes qu'ils préconisent, on voit très bien que ce sont des méthodes semi-globales. Ils en restent toujours à ça parce que effectivement, c'est là le nœud de la destruction du système. Alors donc, vous avez eu effectivement des pans entiers de la connaissance qui ont été supprimés. Et alors, comme les enfants devenaient incapables de répondre aux exigences antérieures, mais qu'est-ce qu'on a fait dans les années... Et tout s'est fait à peu près à la fin des années 50, début des années 60. On a supprimé l'examen d'entrée en sixième. Tout le monde passe. On a dit, bah, vous comprenez, on sélectionne, mais finalement, ça pénalise les enfants du peuple, alors oui, les bourgeois, etc. Bon, bref. Donc, il faut absolument pas sélectionner. Donc, passage en sixième facilement. Et puis, ce que l'on a fait également, c'est que l'on a supprimé les classes de premier cycle des lycées et on a créé des collèges d'enseignement secondaire dans lesquels n'enseignaient que des instituteurs qui, à l'époque, n'avaient aucune formation universitaire et qui devaient enseigner 2 disciplines à la fois. C'est-à-dire par exemple, lettres histoire ou sciences et maths, etc. Alors donc, non seulement, si vous voulez, ils étaient moins compétents que les professeurs de lycée qui avaient des CAPES ou des agrégations, mais en plus de ça, on leur demandait d'enseigner 2 matières. Donc c'est vous dire, si vous voulez, que effectivement, ils étaient là pour entériner, pour que la baisse des niveaux soit entérinée sans qu'il y ait trop de remous. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais un ami qui avait une maîtrise de lettres et qui avait postulé dans un collège justement et qui m'avait dit mais non, ils m'ont dit que j'avais trop de diplômes. On comprenait pas. Comment ça se fait? Ben oui, il avait trop de diplômes parce qu'il était trop critique par rapport au système. Il fallait des gens qui aient moins de compétences pour remettre moins en cause, si vous voulez, le système. Puis en plus de ça, il faut connaître aussi la mentalité des gens de l'éducation nationale. Il y a une différence entre être instituteur et professeur. Alors vous dites un instituteur devenir professeur, alors là ils sont pas prêts à remettre en cause le système, hein. C'est formidable, on leur propose, ça c'était merveilleux. Donc si vous voulez, on a entériné le système de cette façon-là. Et puis après, on a baissé les niveaux, on a dit qu'il n'y avait pas d'exigence. Est arrivé 68, si vous voulez, dans la foulée. Alors 68, si vous voulez, il fallait plus l'autorité, c'était mal vu, les exigences, les sanctions terminées.
il fallait plus forcer l'enfant, il fallait qu'il s'épanouisse, il fallait qu'il soit heureux, comme si effectivement de rien faire et de pas avoir d'exigence, ça rendait les gens heureux. Enfin, bon, alors donc, si vous voulez, il y a eu toute une mentalité aussi, si vous voulez, qui a été imprimée dans l'éducation nationale, qui a fait qu'il était beaucoup moins facile d'obtenir ce qu'on obtenait antérieurement, mais néanmoins, on faisait des diplômés. Hein, il y avait des bacheliers illettrés, mais des bacheliers quand même. Moi, le premier bouquin que je l'ai fait en l'an 2000. Ça fait presque 25 ans. Et si je l'ai pas ici, mais si vous voulez, vous avez je détaillais, si vous voulez, justement la façon dont on obtenait des bacheliers, quoi. Donc c'est pas d'hier, hein. C'est vraiment pas d'hier. Alors quand Allègre est arrivé en fin des années 90 au ministère de l'Éducation, il a dit oh, tout ce qui est demandé est trop difficile, il faut changer le système. Et c'est lui qui a transformé le système au niveau institutionnel. C'est-à-dire, il a dit, on ne transmet plus le savoir, l'enfant construit son savoir à travers des activités. Et depuis, si vous voulez, les réformes, les différentes réformes qui se font, si vous voulez, tendent à étendre de plus en plus les activités par rapport à la transmission de savoir. Et ce que l'on veut, c'est faire disparaître complètement la transmission des savoirs. Et d'ailleurs, mon dernier livre, c'est Cette révolution scolaire qui tue la France, un petit bouquin de 80 pages. Je vous le recommande parce que là, vous verrez, si vous voulez, vous aurez les arguments pour bien faire comprendre à tous que ce n'est pas la peine d'espérer une restauration de l'école publique pour nos enfants. Elle est morte. Elle est morte, mais volontairement. Les institutions ont été chamboulées. Par exemple, les 80 inspections générales ont été supprimées. C'est-à-dire les inspections générales qui chapeautaient chaque discipline d'enseignement ont été supprimées et remplacées par une inspection générale unique. C'est-à-dire, donc, on mélange tout. Vous voyez, il n'y a plus de matière, il n'y a plus de discipline, bon, il n'y a plus de connaissances à acquérir. Vous avez également, donc, les manuels ont été supprimés. La Bible, maintenant, devient le vade-mecum de la laïcité. Et comme valeur majeure, si vous voulez, qu'est-ce que l'on a? On a l'égalité. L'égalité, alors égalité des sexes, alors avec tous les délires qui vont avec, si vous voulez, hein, éducation, idéologie du genre, etc., qui fait d'ailleurs des ravages, parce que j'en ai parlé récemment, justement, au cours d'un dîner avec une dame qui est retraitée et qui donne des cours de lettres dans des unités psychiatriques destinées à des jeunes qui veulent changer de sexe. Non, mais ça prend leur affaire. Ils viennent dans les écoles, dès l'école primaire, collège, etc. Et il paraît que ça prend qu'il y a beaucoup de jeunes qui voudraient changer de sexe. Alors évidemment, les parents sont affolés, s'opposent, et les gosses sont complètement déséquilibrés. Voilà, ils se retrouvent en psychiatrie. Voilà. Donc ce que j'ai appris moi la semaine dernière, vous voyez, c'est assez récent. Donc c'est vous dire quand même que là, ils forcent quand même le bouchon un petit peu loin. Alors, c'est l'éducation sexuelle, donc au nom de l'égalité, la lutte contre l'homophobie, machin, etc. Enfin bref. Et puis, vous avez également l'égalité des races. Alors donc, vous avez dans les programmes, évidemment, la colonisation, la décolonisation, l'esclavage, l'antiracisme, l'antisémitisme, comment on appelle ça, l'immigration à outrance, si vous voulez. Bon, il n'y a pas de différence entre les peuples, donc tout le monde peut venir. Pas de souci, si vous voulez, on est là pour les accueillir. Voilà, alors, vous voyez où est-ce qu'on en est arrivé, si vous voulez, dans le système scolaire. Donc, maintenant, c'est terminé. Ils ont également comme support l'informatique. Alors donc, on sait effectivement que l'informatique n'est pas non plus l'outil idéal pour pouvoir effectivement faire un apprentissage. D'ailleurs, les maîtres ingénieurs de la Silicon Valley, vous savez, les Yahoo, Apple, etc., disent qu'ils mettent leurs enfants dans les écoles traditionnelles et ils disent, demain, ce sont nos enfants qui seront les maîtres du monde. Donc, ils savent parfaitement, si vous voulez, que c'est pas avec des outils informatiques qu'on fait apprendre, effectivement, les enfants. C'est pas vraiment pédagogique. Voilà. Alors, donc, si vous voulez, l'école pour nos enfants, c'est l'aboutissement du projet de l'EPT Saint-Fargeau. Si vous voulez, là, aujourd'hui, l'objectif, c'est de diffuser les valeurs de la République à travers des activités réalisées par les élèves. Donc, on y est, c'est fini.
toutes les institutions ont été chamboulées pour ça. Donc, il n'y a pas à y revenir. Et il n'y a rien à attendre. Surtout, encore, cette semaine, je me suis trouvée dans le métro avec une personne qui me dit, ma fille est dans l'enseignement, si vous savez, madame, c'est une catastrophe. Alors bon, je lui donne un peu la ligne à suivre pour pouvoir se diriger vers des écoles hors contrat. Et elle me dit, ah oui, mais vous savez, quand même, Attal, il a l'air de vouloir quand même... Je lui dis non, madame, je vous en supplie, non. J'ai dit c'est fini. Et je vais vous dire quelle est la communication d'Attal, et ça va nous amener au deuxième point. La communication d'Attal, elle consiste à nous dire on prend telle et telle mesure très positive, mais pour qui? Pour les élèves issus d'immigration et pas pour nos enfants. Parce que, deuxième point du système scolaire, deuxième aspect du système scolaire, l'école d'excellence en faveur des élèves issus d'immigration. Et là encore, si vous voulez, ce matin, cette jeune femme qui était brillante, d'ailleurs on voyait bien, elle était absolument pas au courant, elle m'a dit, j'ai appris beaucoup de choses ce matin, elle m'a dit, oui, effectivement, bon. Et j'ai dit, je pense que je vous laisse perplexe. Mais elle m'a dit non, mais un non quand même. Elle avait jamais entendu parler de cette école d'excellence. Or, cette école d'excellence, elle se développe essentiellement, si vous voulez, depuis les années 2000. Hein. Il y a certainement eu d'autres choses avant, mais on n'a pas grand-chose. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas trouvé, pourtant j'ai cherché. Mais en tout cas, il y a une montée en puissance très forte d'une école d'excellence en faveur des élèves issus de l'immigration. D'ailleurs, au début des années 2000, nous avons eu Monsieur Lang pour une deuxième fois, parce qu'une première fois ça n'avait pas suffi, donc on l'a eu après Allègre, et il avait dit pour ces enfants, nous voulons plus et mieux, le meilleur et ce qui se fait de mieux. Voilà ce qu'il avait dit en ce qui concerne les élèves issus d'immigration. Alors il y a toute une politique d'excellence qui n'y a pas à confondre avec la politique qui est faite dans les ZEP. Parce que quand j'en parle, parfois on me dit « Ah mais oui, mais vous savez, dans les ZEP, là, finalement, ils font rien, et puis ils font le bazar, ça marche pas, etc. » D'accord. Alors là, effectivement, vous avez une politique de ZEP, de zone d'éducation prioritaire, qui ne marche absolument pas du tout, si vous voulez. Ce sont des zones dans lesquelles on a donné des moyens supplémentaires, des classes un peu moins chargées, mais on n'a pas changé les programmes, les méthodes, donc finalement ça donne pas grand-chose. Mais c'est pas ça du tout. La politique d'excellence qui a été développée en faveur des élèves issus de l'immigration, elle a été initiée prioritairement par le ministère de la Ville. Alors, ministère de la Ville, bon, vous savez, on se dit, bon, ça nous concerne pas, c'est pas pour nous, voilà, on n'y fait pas attention. Et puis en plus de ça, rien n'est médiatisé. Donc finalement, ça n'est pas connu, mais cette politique, elle a été montée en puissance dès le début des années 2000. Alors on a constitué notamment des équipes de réussite éducative, alors caractérisées par la volonté effectivement de donner des bonnes bases aux jeunes, avec, c'est dit dans les textes, des méthodes pédagogiques efficaces et un suivi personnalisé et individualisé. C'est-à-dire que s'ils réussissent pas, ça ne sera pas de leur faute. Alors, vous avez aujourd'hui, alors pour vous donner rapidement, si vous voulez, j'entre pas dans les détails, mais pour vous dire rapidement, vous avez des plans de réussite éducatif. Alors aujourd'hui, vous en avez 500. 500 plans de réussite éducatif qui bénéficient à 100 000 jeunes enfants chaque année. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les écoles de la deuxième chance. Vous avez 15 000 jeunes par an avec 56% de sorties positives. Donc, c'est dire que si vous voulez, c'est pas simplement dire ce sont des institutions qui existent et puis ça marche ou ça marche pas. Si, ça marche. Ensuite, vous avez les fameux internats d'excellence. L'autre jour, j'en ai parlé à une personne qui me dit, bah oui, vous parlez des internats d'excellence, mais où est-ce qu'ils sont? Je dis, ouvrez votre smartphone, mettez carte de France des internats d'excellence et vous allez voir. Et il y en a partout sur le territoire. Effectivement, il y a 33 000 jeunes qui sont dans des internats d'excellence. Et j'ai eu la confirmation à ce colloque auquel j'étais intervenu d'une personne du public qui travaille dans un rectorat, qui m'a bien dit, qui m'a bien précisé, qui m'a confirmé, je dirais, que nos enfants n'y avaient absolument pas accès. C'est vraiment fait pour les élèves issus de l'immigration. Alors ensuite, vous avez l'accès à l'enseignement supérieur de prestige, si vous voulez. Alors vous avez aussi autre chose qui s'est constituée par Blanquer en 2019, ce sont les cités de haute qualité éducative réservées aux immigrés.
Alors maintenant, ils ont supprimé l'appellation haute qualité parce qu'ils se sont dit ça peut, je sais pas, attirer. Alors ils disent cité éducative. Et quand Monsieur Brughelli, par exemple, dans son bouquin, dit que seuls les élèves des cités éducatives ont réellement le niveau pour passer le brevet, il se garde bien de dire, effectivement, que ce sont les élèves issus de l'immigration, mais ce ne sont pas nos enfants. D'accord? Alors, donc, il y a 200 cités de haute qualité éducative qui scolarisent 1 million d'enfants. 60% en primaire, 30% en collège. Qui s'ajoutent aux internets d'excellence. Hein. Ça vient pas en remplacement. Et puis après, vous avez des structures d'accès à l'enseignement supérieur de prestige. Alors, vous avez les cordées de la réussite, qui sont des partenariats des collèges et des lycées avec les établissements supérieurs de prestige comme l'ESSEC, HEC, etc. Et donc, vous avez en 2022 800 cordées de réussite éducative qui bénéficient à 200 000 élèves. Et celle qui est responsable du pôle éducation à l'ESSEC, Chantal Dardelais, disait on a des résultats, les résultats sont vertigineux, ces élèves ont 2 fois plus de chances de réussir que les autres. Oui. Donc c'est pas, si vous voulez, du pipeau, hein. C'est vraiment des formations qui aboutissent. Autre structure, vous avez les classes préparatoires à l'enseignement supérieur, donc ils sont des classes d'une trentaine d'élèves. Non, il y en a une trentaine, il y a à peu près 24 à 25 élèves chaque année, donc ça fait à peu près 800 élèves par an, si vous voulez, dans les classes préparatoires à l'enseignement supérieur. Et puis, vous avez également, pour l'accès à l'enseignement supérieur de prestige, des classes préparatoires intégrées, qui sont intégrées à l'enseignement supérieur, c'est-à-dire intégrées, par exemple, à Polytechnique ou aux mines, etc. Et donc, qui scolarisent aussi à peu près 800 élèves par an. Hein. Voilà. Puis après, dans l'enseignement supérieur, eh bien, vous avez des aides internes. Vous avez aussi les résidences de la réussite qui sont faites pour les élèves issus de l'immigration. Donc, si vous voulez, c'est vraiment une politique qui se démarque complètement de la politique qui est destinée à nos enfants. Et je vais vous citer un texte que j'ai retrouvé. C'est la résolution de Strasbourg de 1975 qui a été signé entre les pays du Maghreb et les pays européens. Et la résolution de Strasbourg, donc en 1975, pose les bases de la mise en place d'une politique de recrutement de main-d'œuvre d'origine maghrébine à la demande des pays de l'OPEC. C'est-à-dire, donc, c'était un marchandage entre les pays producteurs du pétrole et l'Europe, suite au choc pétrolier de 1973. C'est ainsi que, par la résolution de Strasbourg, les dirigeants européens se sont engagés auprès des dirigeants musulmans à islamiser l'Europe selon les règles édictées par les pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Alors, les conditions, premièrement, une égalité de traitement avec vos propres citoyens, droits sociaux et politiques. 2, ils ne vont pas aller chez vous pour devenir comme vous, ils restent ce qu'ils sont, suivis, chapeautés et cornaqués par nous. Ils ne doivent pas être séparés de la communauté musulmane. Ils doivent vivre selon leur culture et leurs usages culturels, pratiquer librement le culte. Troisièmement, vous allez devoir introduire le narratif « L'islam est une partie constitutive de votre culture » et les pays d'accueil doivent reconnaître la contribution historique de la culture arabe au développement européen. Voilà. Alors donc, en résumé, si vous voulez, le mode d'action consiste à implanter des communautés islamiques civilisationnellement différentes de l'Occident qui fonctionnent selon les règles de la charia et qui ont pour vocation de prendre les postes clés au niveau économique, politique et civilisationnel dans les pays hôtes. Voilà. Donc, c'est vous dire, si vous voulez, que cette politique n'est pas innocente, mais non seulement elle n'est pas innocente, mais elle dépasse en fait même ce qui était prévu par la résolution de Strasbourg, puisque là, on est en plein dans une discrimination positive, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on n'apporte pas la même chose, ou même un peu plus, parce que compte tenu d'un retard qu'on pourrait supposer, si vous voulez, on leur apporte un peu plus, mais là, on apporte autre chose, et autre chose de bien meilleur, si vous voulez, qui vont leur permettre d'occuper les postes clés. Et moi, l'autre jour, je me suis retrouvée à rentrer dans la Poste, une petite ville dans laquelle je réside. J'ai failli ressortir, si vous voulez, parce que j'ai pas vu une tête blonde. Alors j'ai dit non, mais attendez, où on est là, quoi. C'est voilà. Donc on en arrive là. Alors donc ça c'est le deuxième volet de la politique de la révolution scolaire.
Troisième volet, ce sont les écoles hors contrat. Alors évidemment, ces écoles hors contrat se développent, on en est ravis, bien entendu, mais elles sont loin d'atteindre en nombre les structures destinées aux élèves issus d'immigration, puisque on pense qu'il y a à peu près 120 000 enfants jeunes dans ces structures d'excellence. Enfin, on pense que ce sont d'excellence. Elles sont peut-être pas toujours d'excellence. Enfin, il y a une recherche quand même. Il y a une recherche d'enseignement de qualité. Et c'est là qu'on voit, si vous voulez, que nos gouvernants vraiment ont une volonté de destruction de la France qui est quand même assez caractéristique, parce que ils essaient de cornaquer vraiment l'enseignement privé. Ils essaient de le cornaquer. Alors déjà, ils ont fait voter la loi Gattel de 2018. Pour l'instant, elle n'a pas l'air de s'appliquer. Mais pourquoi? Parce qu'il y a quand même des textes, si vous voulez, des textes au niveau européen, notamment qui consacrent la liberté pour les parents de choisir prioritairement l'éducation à donner à leurs enfants. Mais ils leur font pas la vie facile pour autant. Alors donc, vous avez la loi Gattel qui, théoriquement, oblige les écoles hors contrat à suivre les mêmes méthodes et les mêmes programmes que l'enseignement public. Pour l'instant, ils n'ont pas eu l'air de trop s'attaquer à ça. Mais par contre, si vous voulez, ils essaient de les embêter au niveau des examens. Ils les font passer dans des conditions absolument lamentables. Ils ont des inspections. Un prêtre me disait il y a une dizaine et quelque temps qu'ils étaient venus à 10 dans une classe, dont un policier en tenue. Alors, je sais pas si vous voyez, dans une classe de gamins, quand vous voyez, Alors, donc, ils essaient réellement. Et alors, un autre moyen, si vous voulez, de les cornaquer, c'est la fameuse mixité sociale dont fait la promotion Monsieur Briguely, imposteur devant l'Éternel, s'il est possible d'en être. Lui, si vous voulez, dans son livre L'école à deux vitesses, il prétend que nous réservons tout et que on laisse de côté les immigrés. C'est exactement l'inverse, je viens de vous le dire. Hein. C'est exactement l'inverse qui se passe. Et alors, pour empêcher effectivement l'excellence de nos enfants, eh bien, ils inventent le concept de mixité sociale. Il faut de la mixité sociale. C'est-à-dire qu'il faut mettre dans les établissements d'excellence des élèves, d'excellence pour nos enfants qui demeurent, par exemple comme Henri IV ou Louis le Grand, si vous voulez. Là, il faut mettre des jeunes issus des banlieues, mais quel que soit le niveau. Hein, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est effectivement faire de la mixité sociale. Et le secrétaire général de l'enseignement catholique, mais sous contrat, alors c'est vous dire que l'école sous contrat est vraiment parapublique, s'est engagé pendant les 5 prochaines années, si vous voulez, à multiplier par 50%, on va augmenter de 50% effectivement le nombre de personnes venant des zones urbaines sensibles. Voilà. Alors donc, ils essaient de cette façon-là, en mélangeant des élèves excellents à des élèves qui n'ont pas le niveau, si vous voulez, ils essaient de réduire effectivement le niveau de nos enfants. C'est tellement vrai, si vous voulez, que la compagne de ce monsieur Briguely, qui est à la direction du rectorat à Paris, en fait, a instauré, elle en était toute fière, d'ailleurs vous pouvez le voir sur YouTube, elle s'appelle Claire Mazan, eh bien, elle a effectivement fait fermer le lycée Brassens, qui apparemment, je ne le connaissais pas, mais apparemment c'est un lycée d'élite dans le domaine artistique, si vous voulez, qui est un petit lycée de 200 élèves. Et pas loin, il y a le lycée Bergson, 2000 élèves, un peu le lycée Fourtou, si vous voulez. Ils viennent de fermer le lycée Brassens pour mettre tous les élèves au lycée Bergson. Ah oui. Donc c'est-à-dire, on casse l'excellence de ces établissements. De la même façon, maintenant, à Henri IV, Louis le Grand, on ne sélectionne plus sur dossier. Monsieur Briguely a dit lui-même qu'il avait des années fait partie du jury d'admission dans les grandes écoles et que le livret scolaire était regardé vraiment de très loin. Hein, que ce qui comptait, c'était l'origine géographique des jeunes.
Donc, on se trouve dans une situation, si vous voulez, qui est complètement déséquilibrée. Alors, quelle est la solution à tout ça? Évidemment, il faut absolument pas compter sur l'enseignement public. Et moi, je vous recommande le petit livret notamment que j'ai fait pour que vous ne vous laissiez pas impressionner par le fait de dire ah oui mais on sait jamais, peut-être que le ministre celui-là on va voir. Non, c'est fini, c'est terminé. Maintenant, il faut prendre vraiment le taureau par les cornes et leur dire écoutez, voilà, au nom de la soi-disant mixité scolaire, il faut lutter contre le séparatisme parce que c'est ça, si vous voulez, quand ils parlent d'écoles privées qu'ils veulent les cornaquer, parce qu'ils nous disent bah oui, vous œuvrez dans le séparatisme, mais eux ils l'organisent bien plus que les Français puisqu'ils font cette école d'excellence réservée aux élèves issus d'immigration. Donc déjà on peut leur dire non, vous faites le séparatisme complet, donc laissez-nous exister. Ça, c'est très important et ne comptez pas sur le fait qu'il y ait une renaissance. Je vois par exemple, j'ai repris certains points que Monsieur Attal a indiqué là pour ce qu'il allait faire, mais c'est pas pour nos enfants. Alors il dit par exemple les devoirs faits, on va les renforcer, on va voir pour les redoublements, on va faire des stages de récitation, mais c'est pas pour nos enfants. Ça, c'est dans le cadre de l'école destinée aux élèves issus d'immigration. Et leur force aujourd'hui, c'est de ne plus dire que c'est destiné à ces enfants-là, c'est-à-dire ils le disent comme si c'était destiné à tout le monde. Alors donc les gens qui sont pas vraiment dans le sujet de l'éducation, ben ils peuvent pas savoir qu'effectivement c'est réservé à une certaine catégorie d'élèves. Donc, il n'y a rien à espérer. Et ce qu'il faut demander aujourd'hui, c'est impératif. On n'a pas de temps devant nous. Et c'est assez simple à mettre en œuvre. C'est de demander le chèque éducation, le bon scolaire, de façon à permettre aux parents de scolariser les enfants dans l'école de leur choix et permettre aussi d'assouplir aussi les conditions de création d'écoles parce qu'ils ont considérablement renforcé les conditions pour pouvoir créer une école. Donc il faut absolument on s'oriente vers ça, mais rapidement, si vous voulez. Il faut absolument que ça se fasse en opposant tous les arguments que je vous ai indiqués. C'est d'une part cette école d'excellence qui s'exerce dans le séparatisme le plus total au bénéfice des élèves issus d'immigration, nuisant de cette façon-là, si vous voulez, à la cohésion de la France. Et d'autre part, si vous voulez, vous avez la nécessité de permettre à tous les parents, quel que soit leur revenu. Moi, je le vois autour de moi, je connais des jeunes parents qui sont très conscients des problèmes d'éducation, qui ne peuvent pas, ils n'ont pas les moyens, financièrement, ils ne peuvent pas. Donc, s'ils avaient les moyens, c'est certain qu'ils s'orienteraient vers ces solutions-là. Donc, il faut absolument militer pour ça, ne pas se laisser avoir les arguments pour dire c'est vous qui êtes dans le séparatisme le plus total. Notre école est terminée, elle ne se restaurera pas parce que vous avez chamboulé toutes les institutions, vous avez fait disparaître les manuels et il n'est plus du tout question d'enseigner. Donc, l'enfant, il va pas construire son savoir tout seul, c'est pas possible. Donc, on a tous les arguments, il faut les utiliser pour obtenir ce chèque éducation, ce bon scolaire et avoir les arguments. Il faut argumenter.